Le grand charme de la ville de Lecce est indubitablement lié au style décoratif, connu sous le nom de baroque leccese, qui caractérise édifices, couvents et églises disséminés dans le centre historique. À la fin du XVIe siècle, mais surtout au XVIIe siècle et au siècle suivant, on assiste à l'émergence de bâtiments religieux et civils, caractérisés par un modèle d'architecture et de sculpture commun, qui exploite au mieux les qualités que la pierre de Lecce offre. Une roche calcaire, légère et poreuse, facile à travailler et qui, dans le temps, se caractérise par de merveilleuses nuances ambrées. Grâce à l'habile travail des tailleurs de pierre locaux, cette pierre assume l'aspect fascinant des sculptures éparpillées dans la ville. Balustrades, cadres, angles, colonnes torses, explosions de fleurs et de fruits qui arrivent à orner les habitations les plus modestes. Gabriele Riccardi, Francesco Antonio Zimbalo, Giuseppe Zimbalo dit Le Zingarello, Cesare Penna, Giuseppe Cino et Mauro Manieri sont les principaux auteurs de cette splendeur architecturale qui développe une personnalité stylistique caractéristique, les distinguant du baroque romain. Le terme baroque était utilisé à l'origine dans le sens de bizarre. Mais à la fin du XVIIe siècle, il se transforme en un jugement méprisant sur l'architecture et l'art du siècle. Il ne reprend une dignité historiographique qu'au XIXe siècle. En effet, à cette époque, le terme définit une vision du monde et une production artistique, littéraire et musicale en opposition avec les canons du classicisme et de la Renaissance. Le XVIe siècle est le siècle de la contre-réforme. Et les constructions, en particulier les églises, ont un aspect de magnificence et de splendeur. Ils sont destinés à devenir des instruments d'affirmation du pouvoir et d'endoctrinement, en plus de la vive activité des ordres religieux. Les grandes familles papales sont les principales forces à l'œuvre dans l'explosion baroque, qui change l'aspect de la ville de Rome avec des édifices imposants, des églises, des maisons de campagne, en contribuant à former l'idée du baroque d'un point de vue artistique. À Lecce aussi, l'explosion artistique et architecturale est attribuée au rôle des évêques mécènes, qui pour affirmer leur pouvoir tâchent de reproduire les caractéristiques de la Rome baroque. Ici cependant, le style s'adapte aux particularités des lieux et des matériaux. Le style architectural devient recherche des détails, qui se concrétise dans les décorations multiformes qui recouvrent les structures en affirmant le baroque leccese que l'on peut admirer tout le long des artères du centre historique. La ville de Lecce, d'origine messapique, devient municipe romain en 268 avant Jésus-Christ, sous le nom de Lupiae, nom qui a inspiré une louve comme représentation de la ville. La période de grande splendeur remonte au IIe siècle après Jésus-Christ. La ville traverse un moment de décadence dû aux pillages fréquents qui prennent fin autour du XIe siècle, avec l'arrivée des Normands qui en font un comté de grande vigueur artistique et culturelle. Par la suite, Lecce est acheté par les Souabes et laissé en héritage par Frédéric II à son fils Manfred. Passé en 1268 aux Angevins,
Elle vient accorder en fief aux Briennes, qui initie le processus de fortification de la ville. Se succèdent donc les familles des Enghien et des Orsini del Balzo, pendant que l'on assiste à une phase de développement qui transforme la ville en une importante et riche place de commerce. En 1463, la ville vient annexer au royaume de Naples à travers les Aragonais, et elle étend son pouvoir juridictionnel sur l'entière terre d'Otranto. Elle repousse l'offensive des Turcs qui avaient pris la ville d'Otranto en 1480 et se développe surtout dans la culture et dans l'art. Avec les Aragonais, s'ensuivent les ans de domination espagnole. Dans la deuxième moitié du XVIe siècle, les Espagnols accentuent le caractère de forteresse militaire. L'empereur Charles Quint renforce les défenses face aux menaçants turcs par des murailles et un château imposant. Le développement économique s'en retrouve cependant pénalisé et les nombreuses difficultés économiques poussent la population à la révolte anti-espagnole de 1647. Pendant le siècle des Lumières, la ville vit une évolution culturelle profonde marquée par la naissance d'écoles de droit, d'économie et de mathématiques. En 1730 commence la domination des Bourbons. Durant la période du Risorgimento, Lecce suit les révolutions avec une grande ferveur et en 1848, les libéraux instaurent un gouvernement provisoire. En 1860, la ville, avec le royaume de Naples, est annexée à l'Italie. À la fin du XIXe siècle commence l'expansion urbaine en dehors de la muraille du XVIe siècle qui portera à l'apparition de la ville moderne. Pour admirer les beautés de la ville de Lecce, commençons par décrire ce qui reste de son périmètre défensif. Par la volonté de Charles Quint, la ville fut dotée en 1540 d'une imposante muraille pour renforcer les défenses face à l'Empire ottoman voisin. Le château en est une des premières traces, parmi les plus imposantes. Il fut construit sur une forteresse normande et il est caractérisé par un plan trapézoïdal avec des remparts angulaires en forme de lance. Le système défensif démontre des caractéristiques innovantes pour l'époque à laquelle il fut réalisé. Il devait en effet résister aux attaques menées avec des armes à feu. Sur une des deux portes d'accès est bien visible le blason de l'empereur. À l'intérieur se détache la tour angevine carrée du XIVe siècle. Les trois portes d'accès à la ville représentent d'autres importants restes de la muraille. Aux alentours du château, on trouve la Porta San Biagio, reconstruite vers la fin du XVIIIe siècle. Au sommet, on aperçoit la statue du saint. Aux alentours de la Porta San Biagio, on peut admirer la Torre del Parco, de forme circulaire.
Elle fut construite vers la moitié du XVe siècle sous l'impulsion de Giovanni Antonio del Balzo Orsini, comte de Lecce et prince de Tarente, fils de Marie d'Enghien. La récente restauration lui a ramené toute sa beauté originelle. L'arc de triomphe de la partie opposée du centre ancien est dit arc de Porta Napoli, car construit en direction de l'ancienne capitale. Il fut érigé en 1548 en l'honneur de Charles Quint par Gian Giacomo della Caia, comme en témoigne le blason sur le fronton triangulaire et la pierre tombale avec l'entête en latin. Au fond de la place, domine un obélisque dédié en 1822 à Ferdinand Ier de Bourbon. En dehors du centre historique, près de Porta Napoli, on trouve une zone baroque. L'église des saints Niccolò et Cataldo a été construite vers la fin du XIIe siècle sous l'ordre de Tancrède d'Altavilla, dernier roi des Normands et comte de Lecce. On aperçoit de loin le profil du clocher en forme de pointe. L'inspiration romane est visible surtout dans le portail et la rosace. Les statues et la fête, riches en décorations, ont été réalisées en 1716 par Giuseppe Cino et reproduisent le style typique de la ville. Les traits baroques se retrouvent aussi dans le cloître du XVIe siècle du couvent des Olivetani, annexe à l'église. Au centre, une œuvre sculptée avec des colonnes torses qui rappellent par ses formes le baldaquin du Bernin à Saint-Pierre de Rome. Toujours le long de la muraille, on trouve l'arc de Porta Rudiae, enrichi par des éléments sculpturaux du XVIIIe siècle. Il est dédié à Santo Ronzo, dont la statue, avec celle de Sainte-Irène et Saint-Dominique, se trouvent au sommet. Cette porte constitue un passage suggestif pour le centre historique. Là commence Via Libertini, riche d'exemples significatifs du baroque leccese. On peut apercevoir le campanile du Duomo. L'église du Rosaire fut achevée en 1691 et était à l'origine dédiée à Saint Jean-Baptiste. Elle représente la dernière réalisation importante de Giuseppe Zimbalo.
Elle est caractérisée par une vivacité décorative incroyable qui va jusqu'au pinacle de la partie supérieure de la façade. Colonnes richement décorées, vases fleuris, figures de saints, de précieux chapiteaux, des anges placés le long du balcon. Sur le portail, on trouve la statue de Saint Dominique. Dans la loge centrale, la statue de la Vierge. De riches autels à l'intérieur. Le regard se perd parmi l'infinité des détails décoratifs qui encadrent les différents retables. À signaler, le cycle de peinture représentant la vie de la Vierge. Particulièrement fascinant, l'autel dédié à la Nativité. Sur les côtés, sculptures de saints et de personnages de la crèche. La mort et l'ascension au ciel de la Vierge Marie concluent le cycle. On aperçoit un couvent qui se tient dans l'espace attenant à l'église et qui fut utilisé comme manufacture de tabac pendant l'époque napoléonienne. Toujours le long de la Via Libertini, on trouve l'église de Sainte-Anne de la fin du XVIIe siècle. L'intérieur est constitué d'une seule nef. Sur les murs, des autels représentant les vies de Sainte-Anne, mère de la Vierge Marie, de saints et de martyrs. Le patrimoine décoratif en style Lecce apparaît ici élégant et sobre. Sur la droite, il y a le portail et le grand escalier d'accès à une ancienne fondation d'assistance pour femmes nobles déchues. L'église de Sainte-Thérèse a été achevée en 1627.
La grande fenêtre qui domine le portail remonte à la moitié du XIXe siècle. L'appareil décoratif est ici moins voyant. À l'intérieur, les autels sont disposés en chapelles latérales. Se démarque celui dédié à la glorification de Marie. À proximité du Duomo, et aboutissant exactement au passage d'accès de la place, la Via Libertini croise la Via Palmieri, une autre rue qui offre une vision suggestive de l'architecture baroque locale, avec des bâtiments résidentiels raffinés, alternés à des élargissements pittoresques. Piazza Falconieri, on peut admirer en particulier le Palazzo Palmieri et le Palazzo Marese. La façade du Palazzo Marese offre un fascinant spectacle d'art baroque. Le balcon présente une explosion de cariatides, de hauts reliefs, de visages qui scrutent l'observateur de tout angle. En continuant sa marche le long de la Via Palmieri et jusqu'à Porta Napoli, on découvre d'autres demeures nobiliaires. Dans le voisinage, un ancien théâtre dédié aux musiciens pouillets du XVIIIe siècle, Paisiel. Le vaste et fascinant panorama de Piazza Duomo peut être vu à travers une partie de la place, marquée par de nombreuses statues. Il est un exemple singulier de place fermée. À partir du XVe siècle, cette zone assuma une grande importance pour la ville, car elle fut le théâtre des manifestations civiles, religieuses mais aussi militaires. La place se termine avec le Duomo à gauche. Le bâtiment, sous la volonté de l'évêque Pappacoda, fut construit entre 1659 et 1670 par Giuseppe Zimbalo sur une cathédrale normande préexistante du XIIe siècle. La façade sur la gauche témoigne de la richesse décorative de son architecte. On trouve ici une statue de Santo Ronzo à l'intérieur d'un arc triomphal. La façade principale, que l'on ne trouve pas en face mais latéralement, se montre au contraire beaucoup plus austère.
L'intérieur, en forme de croix latine, est divisé en 3 nefs de piliers sur lesquelles on peut observer des semi-colonnes. Dans la nef centrale et sur le transept, on trouve un plafond en bois. À signaler les autels décorés richement, où se dessinent des colonnes torses et des toiles de quelques-uns des plus importants peintres de la Pouille. Sant'Oronzo de Giovanni Andrea Coppola, peintre du XVIIe siècle. Et l'étoile du presbytère, œuvre de Oronzo Tiso, qui vécut au XVIIIe siècle. Sur la gauche du transept, un somptueux autel avec des décorations dorées. Dédié à la Vierge, tout comme l'ensemble de l'édifice. Sur la droite du transept, une chapelle surmontée d'une coupole ornée de fresques. Au plafond, une peinture de la Seine attribuée au peintre Carlo Rosa. Le campanile qui domine la place fut achevé en 1682. Il est composé de 5 étages, de largeur décroissante, avec des ouvertures en fenêtres. Le dernier étage se présente comme un édicule en dôme, en forme d'octogone, avec des pinacles ornés de vastes motifs floraux. Le palais épiscopal se trouve près du Duomo. Il fut reconstruit en 1632 sur un édifice préexistant du XVe siècle. Le palais a subi dans le temps différents travaux de restauration. Caractéristique, le loggia au premier étage avec des arcs divisés en semi-colonnes.
Les arcades du palais épiscopal continuent jusqu'au palais du séminaire, qui donne sur la partie droite de la place. Il s'agit d'un édifice élaboré par Giuseppe Cino entre la fin du XVIIe siècle et le début du XVIIIe siècle. Au-dessus du portail, on découvre une élégante loggia. Les décorations des fenêtres sont particulièrement riches et vives. À l'intérieur, on peut observer un puits splendidement décoré en baroque lecchese le plus typique, œuvre de Cino lui aussi. Là aussi, richesse des figures, des volutes et des décorations florales. De la cour, on accède à la chapelle intérieure. Les autels sont caressés d'une chaude et délicate lumière qui crée ici une des plus fascinantes visions de l'art baroque lecchese. En parcourant la Via Vittorio Emanuele, près de Place Duomo, on trouve l'église de Saint-Irène. Elle fut construite entre 1591 et 1639 par les Teatini d'après Francesco Grimaldi. L'église semble rendre complètement l'idée des canons de l'ordre des Teatini, selon l'opinion générale, en respectant le style baroque codifié par la Contre-Réforme. Une exemplification idéale du baroque. La façade sur 2 étages présente des piliers qui s'articulent sur sa hauteur. À l'intérieur de l'arcade, parmi les colonnes du portail, il y a la statue de la Sainte. L'intérieur est caractérisé par une nef avec des chapelles communicantes où on peut admirer les œuvres d'Oronzo Tiso et les autels fastueux dont celui dédié à Saint Gaëtan de Thiene, fondateur de l'ordre des Teatini. En parcourant Via Vittorio Emanuele, on arrive à Place Sant'Oronzo, caractérisée par des édifices des 19e et du 20e siècle. Elle est dominée par la colonne votive achevée en 1666, après un vœu fait 10 ans auparavant pendant une épidémie de peste. Elle fut réalisée par Giuseppe Zimbalo en utilisant des parties d'une des colonnes terminales de la Via Appia, qui dérive de la ville de Brindisi.
Au sommet de la colonne se dresse la statue de Sant'Oronzo, patron de la ville. Aux alentours, le Sedile, appelé aussi Palais du Seggio, siège de la commune. Édifié en 1592, il devint le siège des délibérations administratives. Et on dit que les vitraux amples garantissaient la régularité des actes. La construction présente une ample loggia supérieure et de nombreux éléments gothiques dans les portails. Attenant, on trouve l'église de Saint-Marc datant de 1543, aujourd'hui déconsacrée. Le lion ailé de la façade témoigne des rapports intenses avec la République de Venise. Une partie du palais Carafa est visible de la place. Aujourd'hui, il est le siège de l'administration communale. Il fut complété, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, sur les ruines d'un ancien monastère du XVIe siècle. Légèrement plus loin, le Jésus, église de la fin du XVIe siècle, attribuée aux jésuites. Sur la porte, le blason de la Compagnie de Jésus, réalisé en pierre locale. La façade se présente sous un aspect classique. Au sommet, un pélican qui se lacère la poitrine pour nourrir ses petits avec son propre sang. Figure symboliquement le Christ dans la tradition catholique. À l'intérieur, le maître-autel, œuvre de Giuseppe Cino, reflète complètement les canons de la Contre-Réforme. Au centre est représentée la scène de la circoncision de Jésus. Toujours place Sant'Oronzo, du côté opposé, on trouve les restes de l'amphithéâtre romain. On pense qu'il a été reconstruit au début du IIe siècle sous l'empereur Trajan. La structure en forme elliptique pouvait contenir jusqu'à 20 000 spectateurs et ce fait souligne l'importance de Lecce à l'époque romaine. Les grands escaliers et les nombreuses décorations sont encore visibles. Du point de vue archéologique, le musée provincial Sigismondo Castromediano mérite un coup d'œil. Ici, en effet, en plus des œuvres de la Pinacothèque, on peut admirer de nombreux rayons archéologiques, parmi lesquels une vaste récolte de vases de céramique attique, italique, apule, messapique et de Glatia,
retrouvée dans la zone de Rudiae, à environ 3 km de Lecce, dans l'ancienne ville messapique, et est devenue ensuite ville romaine et où naquit le poète Ennius. Entre les ruines de l'ancienne cité romaine de Lupiae, on peut signaler dans la structure urbaine, et derrière Piazza Duomo, le théâtre romain, qui remonte lui aussi au IIe siècle, et dont on peut voir une partie des escaliers, l'orchestre et la scène centrale. Aux alentours, l'église de Santa Chiara, édifiée vers la fin du XVIIe siècle. On peut admirer le baroque dans le cadre de la porte essentiellement, et dans les autres cadres qui se trouvent autour dans les niches vides. La structure et les autels sont attribués à Giuseppe Cino. L'intérieur est constitué d'une nef unique avec des chapelles latérales. À signaler, le riche autel dédié à la Sainte représenté ici avec des vêtements dorés. Les autres autels sont dédiés à Saint François d'Assise, Saint Antoine de Padoue et d'autres saints de la tradition franciscaine. Ici, la présence des grilles permettait aux sœurs recluses de participer aux offices. L'église Escalze est un autre exemple d'architecture baroque. Sur la façade, on peut voir un portail finement ciselé. Sur l'architrave, une bataille est étrangement sculptée. À l'intérieur, domine une seule nef avec de riches décorations que l'on trouve en particulier dans les chapelles latérales mais aussi sur le maître-autel qui accueille une toile de Giovanni Andrea Coppola représentant la Madone avec Saint Nicolas et Saint Joseph. L'église est attenante à un couvent. Tous deux furent construits entre 1629 et 1631 sous l'impulsion du noble de la ville, Belisario Palladini, et furent confiés aux carmélites Scalze puis aux salésiennes. Le couvent est le siège d'une structure d'assistance.
L'église de San Matteo est de la fin du XVIIe siècle et a été réalisée par Achille Larducci. L'édifice révèle la touche architecturale étrangère qui émerge visiblement de la façade, caractérisée par des aspects très originaux par rapport à l'architecture lecchese. Elle est enrichie d'éléments typiques des formes introduites à Rome par Borromini. La partie inférieure est de forme convexe, avec des colonnes qui entourent le portail. La partie supérieure, concave, est marquée au centre par un loggiato. Les décorations rappellent ici les traits du baroque de Lecce. L'intérieur a un plan elliptique original. Les autels, illuminés par le haut, exaltent par des effets de clair-obscur la pietre lecchese. Ils sont magnifiés par la vivacité chromatique des peintures dédiées à la Vierge et à la Nativité. Le maître-autel, avec la statue du saint, est un exemple d'art décoratif du XVIIe siècle. La plus haute et remarquable expression du baroque lecchese est la basilique de Santa Croce, qui apparaît à l'improviste dans toute sa majesté. La construction de la basilique fut commencée en 1549 par Gabriele Riccardi sur un précédent lieu de culte du XIVe siècle et complétée vers la moitié du XVIIe siècle par l'œuvre de Cesare Penna, Giuseppe et Francesco Antonio Zimbalo.
La façade présente deux parties, inférieure et supérieure, séparées par un balcon somptueux, soutenu par des cariatides et des griffons, avec une balustrade enrichie de putti. La parole voudrait ici céder la place à la pure vision extatique. Certains attribuent au balcon une valeur symbolique. C'est la foi chrétienne qui écrase avec son poids le paganisme. Au sommet, l'imposante croix de Jérusalem proclame le triomphe de la chrétienté. Dans la partie supérieure se détache au centre une rosace romane, mais caractérisée par de riches décorations baroques. Des deux côtés, il y a deux niches avec des statues. Dans la partie inférieure, on trouve trois portails. Toute la façade, caractérisée par des colonnes avec des chapiteaux riches en décorations, est conçue comme un hôtel somptueux, rhabillé par des décorations baroques vives. Fleurs, fruits, couronnes et putti, qui terminent au sommet avec une fête en volute. Il s'agit du baroque leccese, un style qui est décoration pure des surfaces, qui naît grâce à la pierre locale, plus malléable que le marbre, et qui répond mieux aux exigences de l'artiste, et apte même à offrir des effets picturaux suggestifs. Particulièrement admirable est son aspect nocturne.
L'intérieur de la basilique est en forme de croix latine. Il est divisé en 3 nefs ornées par des colonnes qui embellissent des chapiteaux précieux. La nef centrale présente un plafond en bois. Au milieu du transept, la coupole achevée en 1590. Les autels sont très décorés, surtout avec des colonnes torses. De l'obscurité émergent des formes d'une indicible beauté. Le style baroque atteint ici un de ses plus hauts niveaux d'expressivité. Récurrente parmi les peintures, la figure de la Vierge, ainsi que des saints et des martyrs. L'autel de San Francesco de Paola mérite une attention particulière. On peut y admirer 12 bas-reliefs de Francesco Antonio Zimbalo, réalisés entre 1614 et 1615. Et en particulier l'autel sculpté, le plus imposant et le plus richement décoré de toute la ville. L'édifice du gouvernement, ancien couvent des Celestini, est accolé à la basilique et offre une fusion architecturale harmonieuse. Aujourd'hui, c'est le siège de la préfecture et de l'administration provinciale. Le bâtiment remonte à la deuxième moitié du XVIIe siècle. La façade caractéristique en bossage est une œuvre de Giuseppe Zimbalo et Giuseppe Cino. Elle est caractérisée par des pilastres, des fenêtres au cadre riche en décoration.
Une brève promenade le long de rue Trinchese nous conduit jusqu'à la Piazza Mazzini. Le baroque laisse ici place au dynamisme de la ville moderne, qui aujourd'hui se présente comme un centre économique et culturel vif, un important siège universitaire et juridique du Midi italien. Parmi les activités artisanales qui se sont transmises dans le temps, ce qui témoigne de l'amour pour les traditions est l'ancien art du papier-mâché. Surtout grâce à ceux qui font encore ce travail en réalisant des objets fascinants avec grande habileté. Les boutiques artisanales, qui offrent des souvenirs en pierre locale de formes et dimensions diverses, sont elles aussi nombreuses. La visite de la ville de Lecce doit se prolonger nécessairement jusqu'au soir. Pendant le coucher du soleil, en effet, on peut admirer les nuances des couleurs produites par la pierre sur les nombreux monuments et décorations. Les lumières artificielles, le soir, permettent de transformer ultérieurement le paysage architecturel en proposant aux visiteurs une image différente et fascinante de la ville et des lieux les plus admirés. La rencontre avec les beautés de Lecce ne peut se terminer que dans un des nombreux restaurants qui proposent, dans des lieux suggestifs, la typique amabilité des Lecce, associée à des menus très raffinés. Les plats typiques de la tradition locale, la puccia, un pain caractéristique farci d'olives noires, les cicceriettria, les tagliatelles accompagnées de pois chiches, les turciniedi, roulades d'agneau cuites de différentes manières, et d'autres choses encore au goût exquis, faits avec des ingrédients typiques de la cuisine méditerranéenne, assaisonnés de l'huile excellente de cette terre et des vins fameux du Salento. Les arômes et les saveurs, joints à son architecture particulière, rendent cette ville fascinante et inoubliable.